Pour parler des œuvres, objets ou sujets en lien plus ou moins direct avec la Formule 1, j'ai commencé par un épisode consacré à une petite analyse critique du scénario de F1 le film, long métrage hollywoodien qui fut une bonne surprise. Et si vous avez écouté cet épisode, vous ne serez donc pas surpris que je me sois récemment affalé devant sous un plaid bien chaud lors de sa rediffusion sur la chaîne qui diffuse la F1. Cette rubrique du podcast consacrée à la pop culture ou aux sujets en lien avec la Formule 1 se nomme SidePod. Et pour cet opus, en 2 parties, je vais vous parler d'une autre œuvre que vous ne connaissez peut-être pas, et ce, malheureusement, pour de mauvaises raisons. Elle nous vient d'une contrée et nation lointaine qui s'est vu imprimer ses lettres de noblesse dans l'histoire de la Formule 1 et dont l'un des produits culturels les plus fameux a conquis la France depuis plus de 40 ans. Et cette œuvre met en scène un jeune homme qui veut devenir pilote de course. Alors, partons tout de suite à la rencontre du jeune Capeta Taira. Alors, si vous ne l'aviez pas deviné, je profite du fait que nous soyons à quelques heures du Grand Prix du Japon pour vous parler manga. Et oui, Capeta est une de ces tristes japonaiseries qui, fin du XXe et début du XXIe siècle, tourmentaient Ségolène Royal ou Télérama. Pendant un moment, on évoquait le retour du carré blanc. Ça vous semble une bonne solution ? Bon, c'est la moins mauvaise, c'est une des solutions. Je pense qu'elle est un petit peu à double tranchant, c'est-à-dire qu'elle fait une publicité aussi un peu, et puis je crois qu'elle s'applique qu'aux films. Et on constate aujourd'hui que les séries sont parfois beaucoup plus violentes que les films, et il faudra aussi parler des dessins animés, notamment des dessins animés japonais qui sont exécrables, quoi, qui sont terribles. Merci madame de votre... Et je ne dis pas ça parce qu'un jour je suis rentrée à la maison et mon fils de 3 ans et demi m'a dit « Maman, je te casse la tête !» Alors je lui ai dit « Bon, j'espère que tu vas me la recoller après. » C'est d'ailleurs au magazine Télérama que j'emprunte le terme de japonaiserie. Cette formulation péjorative m'avait passablement énervé à mon passage au kiosque de la gare de Versailles-Chantier après une distribution de courrier bien harassante. Gare de Versailles qui, 24 ans plus tard, demeure à peine moins terne et inhospitalière qu'elle ne l'était. Mais c'est un autre sujet. 24 ans, c'est une génération. Et pour que je me souvienne encore de la une d'un magazine paru à l'été 2002, cela vous donne un indice sur le niveau de rancœur que je peux parfois atteindre. Ressentiment propulsé par l'impulsion d'un Duplantis et le cramponnement d'un Michael Jordan. Really? Oh, so that's how you're gonna play it. You gonna do this? Okay, fine. That's all I needed. That's all I needed for him to do that, and it became personal with me. Bon, au-delà de cette anecdote, je remonte aussi au début des années 2000, celle du lycée me concernant, car c'est l'époque où une vague de publications venant des éditions Kana, Glénat, Tonkam ou Pika ont fait découvrir des œuvres devenues cultes comme One Piece, Hunter x Hunter, GTO, Yu-Gi-Oh, Kenshin le Vagabond ou Naruto. Alors je vois déjà les yeux des plus fins connaisseurs sourciller car je n'ai pas cité leur manga favori, mais c'est fait à dessein. En effet, j'aurais pu parler de Nana, d'Angel Sanctuary ou Fruit Basket, mais ces œuvres sont d'un autre genre du manga. Et oui, pour parler de Capeta, il faut avant tout présenter à quelle catégorie il appartient. Et bonne nouvelle, depuis le dédain, les railleries, voire la censure, la place qu'occupe le manga en France est colossale. Au point que nous sommes le 2e pays au monde à en consommer le plus derrière le Japon, avec plus de 40 millions de mangas achetés par an. Après un quart de siècle, on peut désormais assumer et parler manga sans aucune honte ou le vivre comme une passion ringarde quelque peu solitaire. Un peu comme la Formule 1 avant Netflix, en quelque sorte. Grâce à cette renommée du manga, je vais pouvoir m'appuyer sur 2 ressources documentaires pour vous parler de Capeta. Tout d'abord Shonen, ouvrage collectif dirigé par Julie Proust-Tanguy et Manga Story du célèbre youtubeur Chef Otaku, dont je ne connais que quelques vidéos mais qui fait partie des chaînes de manga animés les plus regardées. Bon, petit disclaimer. J'ai cru comprendre sur Twitter ou X, il y a quelques mois, qu'il y avait eu un drama avec son frère. J'ai pas vraiment compris. Et j'ai pas vraiment creusé, car très sincèrement, les dramas de youtubeurs, streamers ou influenceurs... M'en bat les couilles, rien à foutre. En tout cas, sauf preuve du contraire qui m'aura échappé, cela ne disqualifie pas le propos et pertinence de son ouvrage. Et si pour une raison que j'ignore cette disqualification existe, eh bien faites-le moi savoir, j'aviserai ensuite. Ce petit disclaimer terminé, ne perdons plus de temps et entrons dans le vif du sujet. Capeta, c'est donc un manga écrit par Masahito Soda et Kuro Tomiyama, dont la parution a débuté en 2003 et s'étend sur 32 tomes.
Avec une rapide recherche sur internet, vous verrez les couvertures de différents tomes qui reprennent allègrement les tenues et iconographies de la F1 des années 2000. Quand je suis tombé dessus par hasard en librairie, c'est l'élément qui m'a sauté aux yeux et en le parcourant, j'ai vite compris qu'on avait là un manga respirant la course automobile. Et c'est vraiment le cas. Masahiro Soda révélant à la fin des tomes des anecdotes et l'envers du décor de la création de Capeta. C'est d'ailleurs à la fin du tome 1 que vous pourrez découvrir l'origine du prénom du héros et, a posteriori, la signification du titre donné à cet épisode. Le petit Capeta Taira est un garçon qui vit avec un père qu'il voit peu car il travaille beaucoup et une mère dont on ne sait pas grand-chose. Il construit des Lego de Formule 1 et adore les bolides sur 4 roues. Plutôt solitaire, il a une meilleure amie et des enfants de son âge qui prennent malin plaisir à l'emmerder. Une existence assez monotone, sans de grands frissons. Jusqu'au jour où notre jeune garçon tombe nez à nez sur un karting fait de briques et broc et décide de le prendre pour dévaler une route pentue. Occasion lui faisant découvrir sur le tas la sensation de vitesse et la prise de trajectoire. C'est ainsi que débute son aventure dans le sport automobile. Quant à la suite, évidemment je ne vais pas vous la révéler. Enfin si, mais ne vous inquiétez pas, vous ne saurez rien de l'histoire. Et c'est précisément à cela que vont me servir les 2 ressources documentaires du jour. Capeta, au même titre que Dragon Ball, Yu Yu Hakusho, Demon Slayer ou Jujutsu Kaisen, est un manga de type shonen. Le shonen est un genre ou catégorie du manga à la base plutôt destiné à un public masculin âgé de 7 à 15 ans. Mais cette caractéristique ne signifie pas qu'il ne s'adresse pas à un public féminin ou adulte, ou que ses auteurs ne sont que des hommes. Preuve en est, Rumiko Takahashi, récompensé au Festival d'Angoulême en 2019 pour l'ensemble de son œuvre. Et si ce nom ne vous dit rien, si vous avez été enfant dans les années 90, peut-être que ces génériques vous parlent. Juliette, je t'aime, à la potion des mimosas. Ranma 1/2, moitié soleil et moitié pluie. Ranma 1/2, moitié lumière et moitié nuit. Dans son interview au Monde en date du 15 novembre 2019, elle déclara « Je suis une femme et j'ai le cœur shonen ». Car le shonen, en dépit du public visé, aborde des thèmes universels et permet à des auteurs comme Takahashi de raconter des histoires fédératrices. Au point que cette mangaka a vendu plus de 200 millions d'exemplaires de ses mangas. Et son succès est d'autant plus estimable qu'il est presque à contre-courant. En effet, comme sous-genre du shonen, il y a le neketsu dont je vous donne la signification dans quelques instants. C'est ce sous-genre qui est clairement le plus populaire à travers le monde. Et ce, grâce à une trame narrative certes usée jusqu'à la corde, mais brillamment réinventée par, entre autres, une de ses plus fameuses revues de prépublication, le Shonen Weekly Jump. Et oui, pour votre gouverne, sachez qu'avant de sortir en volumes reliés tels que vous les voyez en rayon, les titres sont prépubliés sous forme de chapitres hebdomadaires. Et pour rester prépubliés, la compétition est rude, très rude. Un mangaka et ses équipes doivent donc sortir 20 pages de dessins et scénarios par semaine grosso merdo. Alors cela peut varier, mais je ne vais pas m'étendre sur la question. Revenons-en aux ingrédients du schéma narratif du shonen si ça ne vous dérange pas. Julie Proust-Tanguy le décrit très bien, alors les amis, par pure fainéantise, je ne vais pas réinventer le fil à couper le beurre. Je vais la citer car sa description est une excellente synthèse. Un héros s'avance, rayonnant d'innocence, de naïveté et d'ambition. Jeune, orphelin, abandonné, il est important qu'il soit seul, unique, singulier au début du récit. La vie se chargera de lui apprendre la force des liens qu'il faut tisser avec ses pairs pour réussir. Déphasé par rapport aux autres, soit parce qu'il est incompris, soit parce qu'il est trop rebelle, il lui faut en effet avant tout découvrir comment se faire une place dans la société. Une opportunité s'ouvre à lui. Il pourra se surpasser et, ainsi, prouver sa valeur, être accepté et enfin trouver sa place dans le monde. Pour résoudre sa quête, il devra trouver un maître excentrique ou mystérieux qui l'initiera ou lui transmettra la technique ultime pour être victorieux. Il pourra alors affronter de nombreux adversaires, se faire des alliés et des rivaux, éventuellement rencontrer des jeunes femmes, mais surtout maîtriser de nouvelles techniques qui amèneront sa force initiale à devenir tout à fait remarquable. Il lui faudra résoudre de nombreuses soumissions, remporter de nombreux combats et autres tournois pour accomplir son objectif ultime dont il ne s'écarte jamais. Il doit, en effet, pouvoir devenir fort pour être respecté et embrasser pleinement sa destinée.
Peu importe dès lors que cette initiation soit répétitive et passe par de nombreuses phases d'échec, de sacrifice, de mort symbolique et de résurrection. Peu importe alors qu'il soit proche de tout perdre, ses amis, ses pouvoirs, sa vie. Cela ne fait que davantage bouillir son sang. L'envie brûlante de gagner, le Neketsu, amène en effet le personnage principal à transcender son potentiel malgré la souffrance et les obstacles. Si vous avez lu des mangas ou vu leur déclinaison en dessin animé, qu'on appelle tout simplement animé, vous avez forcément reconnu dans cette description une ou plusieurs des histoires que vous avez suivies. À cette pièce montée d'archétypes narratifs, il est indispensable de porter à votre connaissance les éléments décoratifs qui ornementent le récit du shonen Neketsu. Ils sont 3. L'amitié, l'effort et la victoire. Avec pour point de départ tous les ingrédients dont je viens de vous parler, un manga shonen Neketsu peut se décliner en une très grande variété de productions. On peut lire un manga où le héros est un garçon qui veut devenir le roi des chamans, un autre où un assassin s'est juré de ne plus tuer et de protéger ceux qui lui sont chers. Autre exemple, un jeune garçon qui souhaite retrouver son père, un hunter de renommée mondiale, ou encore un autre qui souhaite devenir joueur de football professionnel au Brésil. Tu resteras toujours un amateur. Tu te trompes sur mon compte. Moi je joue pour aller au Brésil. Moi je joue pour aller au Brésil. Voilà pour les bases de la structure narrative du shonen Neketsu. Et si vous voulez en savoir plus sur son background culturel, je vous recommande chaudement le premier chapitre de l'ouvrage piloté par Julie Proust-Tanguy qui revient en détail sur comment et dans quelles circonstances, au pluriel, le manga a puisé dans la mythologie, les contes et les romans historiques japonais pour devenir ce qu'il est aujourd'hui. Alors comment Capeta exploite ses ressorts narratifs ? Eh bien réponse tout de suite. Des mangas shonen traitant du sport, il y en a pléthore. Autour du basket, vous trouverez Slam Dunk, Kuroko's Basket. Sur le football, Blue Lock, Aohashi, Captain Tsubasa alias Olive et Tom. Sur le baseball, j'ai lu Rookies il y a une vingtaine d'années. Il y en a même un très bon et plus récent qui concerne le volleyball. Il s'agit d'IQ. Et ce n'est pas surprenant car le sport épouse parfaitement la structure narrative du shonen Neketsu. Il lui offre toute une gamme de développement narratif car l'effort, la rivalité, l'amitié, le surpassement de soi, la défaite, la victoire sont des thématiques omniprésentes dans le sport. Alors si je présente la structure narrative de la catégorie de manga à laquelle appartient Capeta, c'est pour deux raisons. Tout d'abord, pour vous donner quelques pistes d'exploration et compréhension de cette bande dessinée si vous en lisez peu ou pas du tout. Mais c'est surtout pour vous éviter les spoilers. En effet, je ne vais pas y aller par 4 chemins. Si vous aimez la course auto et le manga, alors vous allez être servi. Et si vous n'en lisez pas, eh bien je ne pense pas que vous regretterez de le découvrir ou l'offrir. Or, si c'est votre intention, ne tardez pas trop, mais je vais en reparler dans quelques instants. La force du manga est de très bien marier les grands archétypes et caractéristiques du shonen Neketsu avec l'univers de la compétition automobile et ses différents étages pour arriver en F1. En effet, toute la structure narrative que je vous ai citée s'applique à ce manga, mais dans le cadre de la course automobile. Abordons tout d'abord la question de l'univers en lui-même. Capeta Taira est d'un niveau social modeste, pour ne pas dire très modeste. C'est certainement une volonté des auteurs ou de leur éditeur, car la barrière sociale étant déjà un obstacle à franchir, cela permet de mettre à l'épreuve la volonté de notre héros et son entourage. Concernant l'aspect technique du karting et catégorie de formule, Soda et Tomiyama n'ont pas pris le sujet à la légère, en témoigne la liste de personnes du monde de la course consultées. S'ils dotent leur héros de prédispositions facilitant son émergence et la progression du récit, les aspects physiques de la tenue de route, la réalité de la course avec ses règles, enjeux, contraintes, sanctions physiques ou symboliques est bien là. Elle est plutôt réaliste et bien présentée, sans trop de manque et sans trop de complexité non plus. En tout cas, rien n'est farfelu ou complètement incohérent. Le monde de la compétition est bien expliqué et retranscrit, ses exigences, son accessibilité sont bien posées, ce qui amène des arcs narratifs plutôt spectaculaires et prenants, mais qui restent toujours crédibles, rarement trop exagérés. Ils font de Capeta et son entourage des ascending characters, c'est-à-dire des personnages qui, pour citer le livre Manga Story, doivent déconstruire leur vision d'eux-mêmes et du monde avant de s'élever et bâtir leurs rêves. Fin de citation. Dans l'univers du sport auto, de nombreux obstacles se dressent sur la route de Capeta, ainsi sa combativité, son neketsu lui sera parfois d'un grand secours, mais ne le sauvera pas toujours.
Ici, les courses remplacent les tournois d'arts martiaux. La technique de pilotage et l'intelligence de course sont l'équivalent du système de pouvoir, et la sélection des écuries ou académies est l'équivalent des écoles que vous trouverez dans My Hero Academia ou Naruto. Les déceptions, désillusions sont bien évidemment présentes et les prétextes parfaits pour engager la progression de Capeita et son entourage dans le monde du sport automobile. Les termes que je viens de vous évoquer, à savoir le tournoi, le système de pouvoir, l'école de formation ou les prédispositions du héros sont d'autres composantes importantes du shonen neketsu, ou comme les présente le chef otaku dans Manga Story, des archétypes, des concepts et éléments de mythologie. Pour ne pas cacher votre découverte de ce manga, je ne vais en sélectionner que 3. L'un des archétypes dont je vais parler est celui du rival. Bien des pilotes rencontrent un ou des rivaux en catégorie junior. Et cette rivalité pourra se poursuivre dans les catégories supérieures, voire jusqu'à leur accession en F1. Comme Vettel et Hamilton qui se sont affrontés en F3. Now they're side by side. Yet again, switches back to the other side. Vettel's got the line for the corner. Hamilton dodged on the inside. That was a good move. He's just about managed to get level with Vettel. He'll have the inside line for the next corner as well. This surely is Lewis Hamilton's second place, although Sebastian Vettel tries to brave it out. Hamilton goes through. He's had to work very, very hard for that, but Vettel hasn't finished yet, Andrew. Capeta Taira rencontre le sien assez vite dans le manga, mais la construction de la rivalité est, vous le verrez, assez subtile. Il est visible assez tôt dans le récit, mais sa présence est ponctuelle, et c'est bien plus tard dans le manga qu'elle trouve un début de matérialisation. Sans trop vous en dire, comme le décrit Manga Story, le rival est autant défini par ce qui le différencie du héros que par ce qui les rassemble. Fin de citation. À l'instar d'autres shonen neketsu, le rival de Capeta a une fonction de projection, de maître étalon dans l'ascension du héros, pour là encore reprendre le terme de Manga Story. Un peu ce que Prost fut à Senna si vous voulez une analogie. Vous avez un indice sur un des développements de la rivalité entre Capeta et le fils prodige. La deuxième caractéristique à la fois commune au shonen neketsu et la compétition automobile que Capeta reprend et combine est celle du don. C'est un immense classique tant du neketsu sportif que du neketsu plus fantastique avec un système de pouvoir. Le héros, son rival ou quelqu'un de son entourage a un don ou un talent naturel qui lui permet d'exprimer un potentiel prometteur. Mais, et c'est là aussi un immense classique, il y a ceux qui exploitent leur potentiel et ceux qui le gâchent par leur faute ou non. Ça ne vous évoque aucun pilote, ça ? Et à compter du tome 8, elle s'incarne pleinement par l'un des 3 pilotes vedettes du manga. Si bien que l'opposition entre le talent naturel et le travail acharné trouvera son développement narratif et sa résolution, comme en F1. Les deux sont généralement récompensés, mais ils ne sont qu'une condition pour se créer ou s'étoffer une place et un palmarès dans le haut niveau. Et c'est explicitement évoqué et détaillé dans le manga. Le troisième et dernier grand concept scénaristique du neketsu est la transcendance. Et là encore, elle a de nombreux exemples en F1. La transcendance dans le shonen neketsu, c'est quand le héros, au bord du gouffre, parvient à débloquer en lui une force insoupçonnée pour surmonter une épreuve ou un adversaire. Et comme le précise le chef otaku dans Manga Story, elle peut avoir des ressorts positifs ou négatifs selon le manga. Cette transcendance est, je cite, très souvent synonyme de transformation, matérialisation graphique de l'éveil, de l'évolution du héros, fin de citation. Elle correspond souvent à son entrée dans une autre sphère et une prise de conscience par le héros de qui il est, jusqu'où il peut aller pour sa cause, ses amis ou son objectif. Et Capeta reprend ce thème de la transcendance dans une course épique, dotée de planches magnifiques et une conclusion haletante. Ce final propulse le héros, son entourage et son rival dans un autre monde, celui de la mémoire collective. Tout comme Senna, tétanisé à Interlagos en 1991, Mansell poussant sa voiture à Dallas en 84, Lauda qui revient de ses brûlures en 76, ou Hakkinen qui reprend le volant après son terrible accident et coma pour devenir champion du monde plus tard. Outre les cas d'intégrité physique altérée, comment ne pas évoquer la transcendance avec les remontées absolument époustouflantes de Schumacher à Interlagos 2006, Raikkonen à Fuji en 2007, Hamilton à Interlagos en 2021, et Verstappen sur le même circuit en 2024, et une de mes favorites, Hakkinen à Manicourt en 1999. Toutes ces courses ayant pour point commun des pilotes qui n'ont pas voulu mourir dans les circonstances qui les défavorisaient pour la quête du Graal. Encore une fois, les auteurs ont su combiner la dramaturgie de la course auto avec celle du shonen neketsu, et ce, sans trop d'exagération, rendant l'histoire prenante et l'envie de connaître la suite parfois brûlante. Du moins, jusqu'à présent. Et oui, car je ne peux pas vous donner entièrement mon avis sur le manga pour la simple et bonne raison
que son édition, lancée depuis 3 ans par Nueve Graphics, fait de l'aviron dans la semoule. L'éditeur a eu des difficultés importantes, si bien qu'à l'heure où je finis ce podcast, j'ai lu les tomes 13 et 14 tout juste sortis. En 3 ans, 14 tomes pour un manga clôturé en 2013, c'est un rythme de parution très moyen. Alors les choses ont l'air de se débloquer depuis très récemment et il semblerait que l'éditeur sorte le manga par paquet de 2 volumes toutes les 6 ou 8 semaines. Mais un nombre d'exemplaires plutôt limité, j'ai l'impression. Capeta est peu présent en boutique, même spécialisée. Et sur le net, vous pouvez vite le trouver en rupture de stock. C'est la raison pour laquelle je vous disais en introduction que vous ne connaissiez certainement pas ce manga, et la mauvaise raison est son tirage et parution limitée. En tout cas, le manga de Soda et Tomiyama, qui a été écrit de 2003 à 2013 donc, est une lecture que je vous recommande. Elle est plus destinée aux jeunes de 8 à 16 ans, mais franchement, même à mon âge avancé, je me laisse prendre au jeu. Alors il est vrai que j'aime bien les mangas, cela aide, mais en dehors de cela, c'est une bonne œuvre de divertissement et la seule qui aborde aussi bien la compétition automobile. Elle n'est pas parfaite, notamment sur le développement des personnages féminins dont j'attends la fin de l'histoire pour avoir un jugement définitif. Il y a ce petit défaut des mangas pour adolescents où le charme et les belles formes sont, quelquefois je rassure, un peu mis en avant, mais honnêtement c'est ponctuel et pas gênant car ce n'est pas vulgaire. Le dessin est bon, parfois très bon. Comme énormément de mangas, le trait et le graphisme s'affirment et s'affinent au fur et à mesure que l'histoire s'installe dans le temps. En tout cas, le découpage est très bon. Parfois un peu fouillis et dense avec l'abus de la contre-plongée, mais là aussi c'est vraiment très ponctuel. La dynamique des courses et ses instants cruciaux, notamment les duels en piste, disposent de planches au dessin qui vous embarquent littéralement dedans et certaines sont vraiment magnifiques. Alors si vous n'avez pas de place, l'envie ou le budget d'entamer la collection du manga, il vous reste la découverte de l'animé. Hélas, pas de bol, l'animé dispose de 52 épisodes qui ne concluent pas l'histoire. Il s'arrête là où nous en sommes avec l'édition française. Alors il est de bonne facture, je n'ai regardé que quelques épisodes et avec l'engouement mondial pour la F1, il est dommage qu'il ne soit pas repris. Il a un peu vieilli, c'est vrai. Mais honnêtement, ça se regarde. L'animation étant suffisamment bonne pour rester devant, même si, personnellement, excepté l'attaque des titans, je préfère généralement le manga à sa version animée. Mais ça, c'est une affaire de goût personnel. Si vous lisez les avis, commentaires sur l'un des 2 formats, vous verrez rarement des critiques acerbes sur Capeta. Ce titre a d'ailleurs reçu le prix Kodansha en 2005 dans la catégorie shonen. Par le respect qu'ils ont montré à l'univers de la course, la combinaison très bien huilée et articulée entre les codes narratifs du shonen neketsu et les codes de la compétition automobile, Soda et Tomiyama ont réussi à produire une série prenante, sérieuse et divertissante qui vous fera passer de très bons moments un week-end de Grand Prix. Cela tombe bien, celui du Japon est dans quelques heures et je vois qu'entre les réseaux sociaux de la FOM et les hardcovers des écuries, je ne suis pas le seul qui ait été inspiré par le manga pour ce week-end de course au pays du soleil levant. Je vous remercie d'avoir pris le temps d'écouter cet épisode en espérant qu'il vous ait plu et vous a donné l'envie de nourrir votre passion et goût pour la F1 avec une œuvre annexe qui lui rend un bel hommage et je l'espère trouvera plus de public car elle le mérite. N'hésitez pas à diffuser cet épisode autour de vous par une petite impulsion digitale ou du bouche à oreille, cela permettra à ce podcast de mener sa petite barque dans l'océan de contenu et son auteur de continuer contre vents et marées. En tout cas, je vous salue bien et je vous donne rendez-vous à un autre soleil. Allez, ciao!